Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, direction la SEC avec deux États qui ne sont pas si éloignés que ça, bien évidemment. Le Kentucky, les Wildcats, et Missouri, les Tigers. Dans un premier temps, avant que je l'oublie, allez suivre sur Twitter Kentucky France, on fait des bisous à Lucho. Et évidemment, Missouri France également. Allez suivre les deux comptes qui existent donc et qui suivent l'actualité des deux équipes tout au long de l'année. Ryan est avec moi aujourd'hui. Ryan, comment ça va? Non, désolé, mais là on commence à rentrer dans le dur, dans le physique. Tu vois on parle football. C'est des équipes, non, justement, elles s'en battent les couilles du football. Ce qu'elles veulent, c'est de la violence. Non, je déconne. T'es moi, comment créer des narratives. Enfin, cela dit, en parlant de ça, oui, quand même, c'est des équipes. Ah bon, alors c'est des équipes. Il y a pas mal de choses à dire. On va démarrer avec Kentucky déjà dans un premier temps, l'équipe de Lexington. Vous connaissez Kentucky pour son programme de basketball. Il y a le programme de foot aussi qui est derrière. La saison dernière, c'est 7 victoires pour 6 défaites et en conférence, 3 victoires pour 5 défaites. Avec des victoires face à Ball State, Eastern Kentucky, Akron. Tout ça, c'est gratuit. Vanderbilt, Florida qui était 22e à l'A People à ce moment-là, Mississippi State et Louisville, 10e à l'A People. Ça avait un peu plombé la saison des Cardinals. Au niveau des défaites évidemment face à Georgia, Missouri dont on va parler juste après, Tennessee, Alabama, donc des gros morceaux qui étaient tous classés, puis South Carolina. On a cette défaite en bowl au Gator Bowl de Jacksonville face à Clemson, 35-38. Voilà. Au niveau du coaching staff, ça bouge seulement pour le poste de coordinateur offensif. C'est la 12e saison déjà de l'head coach Mark Stoops, frère de, vous connaissez Mark Stoops, voilà, qui a toujours coaché, qui a toujours été head coach seulement chez les Wildcats. 73 victoires pour 65 défaites en tout pour son bilan. Au niveau du poste de coordinateur offensif, eh bien, Liam Cohen, qui était le coordinateur l'année dernière, part du côté de la NFL pour même poste chez les Tampa Bay Buccaneers. Donc, bel upgrade pour lui. Et puis, on a en retour l'arrivée de Bush Hamdan, qui était l'ancien quarterback coach de Missouri et ancien quarterback coach et coordinateur offensif de Boise State la saison dernière. Au niveau du poste de defensive coordinator, c'est la 6e saison de Brad White. Les commits, Ryan, 24e classe du pays pour 25 recrues, 5 joueurs 4 étoiles, dont 3 qui sont du top 200, et puis ils ont recruté les meilleurs joueurs de l'État du Kentucky en règle générale. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir. C'est solide en vrai. Ouais, carrément. C'est intéressant de savoir puiser dans l'État local. Toi, tu connais bien LSU. C'est clair. Bah, après, encore une fois, sans vouloir faire d'offense à Kentucky, oui. Mais bien sûr, l'État de Louisiane, tu vois, ça fait partie des gros États de football, Floride, Texas, Californie. Mais ouais, moi, je suis un partisan de recruter local dans le sens où on le dit chaque année, tu vois, ce qui fait un petit peu le sel du college football. C'est aussi ce côté d'appartenance, tu vois, et de voir vraiment des différences dans les équipes, les façons de jouer. Et je trouve vraiment qu'il n'y a rien de mieux que de piocher en fait dans ton état pour garder en fait cette espèce d'identité de ton équipe. Donc j'adore ça. Mais ouais, bien sûr, c'est solide quand tu vois justement un programme comme Kentucky, tu l'as dit, qui est vraiment connu plus pour le basket, qui réussit avec 25 recrues à se glisser en fait dans le top 30 des meilleures classes de recrutement du pays. Ouais, c'est solide. Il faut rendre à César ce qui est à César aussi, tu vois. C'est solide pour le programme. Et justement, tu fais bien d'en parler. J'ai plus mes mots aujourd'hui. Tu fais bien d'en parler parce que c'est ce que j'ai remarqué là en faisant toutes les previews, etc. Même là, j'aurai un exemple tout à l'heure. Souvent, les joueurs qui partent de leur état pour aller vers un autre état, vers une autre fac, etc., sur le portail des transferts, reviennent dans leur état d'origine, tu vois.
Et donc voilà, alors parlons des transferts, c'est la 21e classe du pays pour 13 transferts. Il y a un ancien joueur 5 étoiles dont je vais vous parler dans un instant, et puis 5 anciens joueurs 4 étoiles, dont 3 qui étaient toujours 4 étoiles sur le portail des transferts. Au niveau de l'attaque, Devin Leary a été drafté au 6e tour chez les Ravens. Un petit peu surprenant ça, non? Non, mais en vrai, je suis content pour lui. Cela dit, je suis content pour lui. Quand tu regardes toute sa carrière et tout, c'est vraiment mérité. Et je pense que pour avoir regardé un petit peu justement ce qu'il avait fait au Combine et tout, sa sélection s'est sûrement jouée dans ces derniers jours du process pré-draft. Je pense qu'il aurait trouvé une place dans tous les cas, tu vois, en tant que UDFA. Mais ouais, sa sélection était assez surprenante, mais je suis content pour lui. C'est un gars que j'aime bien, Monsieur Leary. Et justement, là, en fait, Stoops, il s'est orienté vers le style de jeu qu'il a en termes de quarterback, c'est-à-dire gros bras, etc. Il avait été à chaque fois chercher son quarterback titulaire sur le portail des transferts, donc il y avait Will Levis, puis ensuite Devin Leary. Et cette année, c'est l'ancien 5 étoiles dont je parlais, Brock Vandagriff, le quarterback de Georgia, donc 5 étoiles en 2021, le 5e meilleur quarterback du portail. La saison dernière, il a seulement lancé 2 touchdowns et 165 yards, mais c'était lui le QB remplaçant des Bulldogs. Hein. C'était lui qui était le plus à même de rentrer en jeu si jamais il y avait Haja, comme on dit. Mais voilà, c'est un petit peu dans la lignée de ce qui a été fait par Kentucky ces dernières saisons et ça reste typiquement le même style de QB. On a également, et là c'est un style de QB différent, mais ça va jouer pour la place de backup, Gavin Wimsatt, l'ancien quarterback de Rutgers qui arrive. Alors Wimsatt, voilà, l'exemple parfait, est un ancien joueur 4 étoiles qui vient du Kentucky. Il retourne à la maison, donc il cumule en 2023, il cumulait 1800 yards à la passe, 9 touchdowns et 8 interceptions, et 500 yards à la course avec 11 touchdowns. Donc voilà, un joueur qui est plutôt double menace, contrairement aux autres. Pour les receveurs, Denki et Byron Brown sont de retour. Ils ont cumulé 1100 yards et 10 touchdowns l'année dernière. Il y a juste Tavion Robinson qui est plus là. On a plusieurs transferts qui sont arrivés. Voilà, le plus gros nom d'entre eux, entre guillemets gros nom, celui qui a un profil assez intéressant, c'est Jamory McLean qui arrive de North Texas après une saison à 1 milliard et 11 touchdowns. La O-line est plutôt bonne. On a pas mal de starters qui sont de retour. Et bien la running back room, ça a été le point fort l'année dernière aussi de Kentucky. Hein. On avait Ray Davis qui avait couru pour 1130 yards et 14 touchdowns, qui est parti au 4e tour de la draft 2024 chez les Bills. Et bien, on récupère en retour Chip Trayanum, le running back d'Ohio State, qui est un 4 étoiles sur le portail et qui sort d'une saison à 375 yards et 3 touchdowns. Ryan, cette défense de Kentucky, je vais t'en parler juste après. Dans un premier temps, je fais la D-line, mais après, je vais te parler d'un nom qui t'avait intéressé à un moment donné. Juste au niveau de la D-line, on a le defensive end slash outside linebacker J.J. Weaver qui est de retour après une saison à 7 sacs. L'intérieur D-line, on a le defensive tackle junior Dione Walker qui sort d'une saison à 7,5 sacs. Donc, il reste quelques noms quand même sur la D-line. Mais surtout, au poste de linebacker, on a Trevin Wallace qui est parti au 3e tour chez les Carolina Panthers, Ryan. Ouais, gros profil ultra physique qu'il va falloir remplacer Trevin Wallace, qui est vraiment été comment dire, j'ai plus le mot en français, tu vas peut-être m'aider, Elio, mais tu sais ce que les Américains appellent le embodiment, l'incarnation. C'était l'incarnation un petit peu de ce qu'on disait en début d'épisode sur Kentucky, qui est une équipe qui, à défaut de jouer peut-être du beau football, est extrêmement physique. Et en fait, Trevin Wallace, il incarnait ça parfaitement. Mais du coup, pour le remplacer, j'adore le nom qui a été sélectionné. D'ailleurs, quand tu regardes le transfert portal de Kentucky, encore une fois, moi personnellement, j'aime bien, que ça soit Vandagriff ou Gavin Wimsatt. Tu l'as dit, Chip Trayanum qui arrive d'Ohio State. C'est encore une fois, on reste dans ce délire de joueurs très physiques. Et ça va, je pense que ça risque de coller parfaitement avec l'identité de ce que veut faire Stoops. Mais justement, pour remplacer Trevin Wallace, ils ont vraiment coché un des noms c'était un des noms que je préférais même à l'approche de cette draft pour avoir commencé à travailler un petit peu dessus. Donc je te laisse en parler, Elio. Eh bien oui, c'est le meilleur linebacker du portail des transferts, Jamon Dumas Johnson qui arrive de Georgia.
Il sort de 2 saisons à 104 plaquages, 7,5 sacs et 5 passes défendues en tout. Encore jeune, ça va être vraiment la grosse addition de cette défense de Kentucky. On a également en linebacker le retour du meilleur plaqueur de la saison dernière, Derrick Jackson. Il sort d'une saison à 89 plaquages. Il est plutôt bon dans les airs, 2 interceptions, un pick six, 4 passes défendues. Voilà. Et au niveau des DB, eh bien, on a parlé aussi, on était assez surpris de ce choix-là, mais Drew Phillips est parti au 3e tour chez les New York Giants pendant la draft. Mais il y a quand même du monde qui est toujours là. On avait le meilleur cornerback de la saison dernière, le junior Maxwell Hairston, qui sort d'une saison à 6 passes défendues et 5 interceptions. Donc très très bien, il sera de retour. On a aussi le safety Jordan Lovett qui a une saison à 3 interceptions en 2023. Voilà. Il y a quelques transferts. On a Christian Story qui arrive d'Alabama pour donner un peu de profondeur à la room. Il avait joué un petit peu dans plusieurs matchs l'année dernière. Je crois qu'il a eu une interception même. Voilà. Le calendrier de Kentucky, eh bien, il démarre face à Southern Miss à la maison. Ensuite, c'est 4 matchs d'affilée à la maison. Southern Miss, South Carolina, Georgia, Ohio de la MAC. Déplacement à Ole Miss, réception de Vanderbilt, déplacement à Florida, réception d'Auburn, déplacement à Tennessee, réception de Murray State, déplacement à Texas et réception de Louisville. Ryan, quel bilan tu donnerais à ce calendrier 2024? Bah écoute, pour l'avoir regardé un petit peu, moi je voyais comment dire? Tu vois, je fais comme toi, je perds mes mots. Ce que je vois, moi, sur le calendrier, je pense 5 victoires, 7 défaites. Ils n'ont pas le calendrier le plus facile du college football. Loin de là, après, on le sait, la SEC, c'est un petit peu les Hunger Games, même si je sais que ça vous fait serrer le poing à chaque fois que je dis ça, mais c'est réel. On le voit chaque année, donc c'est quand même très compliqué de se sortir de ces matchs interconf. À ça, en plus, tu rajoutes maintenant Texas et Oklahoma, tu vois, dans le mix. Et malheureusement, Kentucky se tape Texas cette année. Et force est de constater que Texas, l'année dernière, est bien revenu, sera encore, je pense, cette année très solide. Donc voilà, je les vois personnellement 5-7. Et je me dis, dans le meilleur des cas, si vraiment tout clique, si Kentucky est entre guillemets incroyable, pourquoi pas une saison à 8-4, mais ça sera avec des matchs à l'arraché, je pense. Avec sur les 4 défaites, j'ai Georgia, très clairement. Je pense Ole Miss, qui risque d'être, si ça clique, je pense que ce sera une des powerhouse cette année en SEC. Texas, et ensuite une petite 4e défaite. Potentiellement Tennessee. Tennessee peut être très bon derrière Nico Yamavalea. Mais ouais. Je pense que vraiment, même dans le meilleur des cas, j'ai du mal à les voir battre ces 4 équipes. Ouais, je suis comme toi. Alors moi, au pire, je leur mets 5 victoires pour cette défaite. Pas de ball, malheureusement. Au mieux, je leur mets 9 victoires pour 3 défaites parce que sur les 4 équipes citées, pour moi, c'est clairement les plus dangereuses. Ouais, est-ce que sur un malentendu, tu peux pas aller chercher Tennessee ou Texas? Voilà, rien n'est impossible. Après, Ole Miss et Georgia, j'y crois vraiment pas. Mais voilà, pour moi, je pense qu'on va quand même rester raisonnable. Genre un bilan en 7 victoires, 5 défaites. Ça me paraît quand même plutôt probable pour Kentucky. Maintenant, allons du côté du Missouri pour aller parler des Tigers de Mizzou. Ryan, comment ça s'est passé là, leur saison 2023? Très bonne, Elio. Je pense que peu de gens s'attendaient à les voir à ce niveau-là. Donc les Tigers du Missouri qui terminent l'an dernier 11-2, qui terminent 8e à l'AP People à la fin de la saison. Et pour l'instant, pari réussi pour Eli Drinkwitz, lui qui est arrivé sur la pointe des pieds et qui, je me rappelle, les premières semaines avait été moqué un petit peu pour son look de nerd. Aujourd'hui, il fait plus rire grand monde. Par contre, il a bien redonné le sourire aux fans de Mizzou. Comme je t'ai dit, les Tigers, ils n'avaient pas connu de saison aussi bonne depuis 2014. Et ils se permettent même de s'offrir le scalp de Ohio State lors du dernier match de la saison au Cotton Bowl. Alors, encore une fois, il faut prendre ça avec des guillemets. On le sait, Ohio State, il y avait beaucoup de joueurs qui ont choisi de opt-out au bowl. Mais je l'ai vécu. Jusqu'à aujourd'hui, on me rabâche encore la défaite face à Kansas State, alors qu'on avait genre 12 joueurs
dans le roster. Donc, je suis désolé, pour moi, il n'y a aucune excuse, surtout qu'Ohio State, on le sait, ils ont des freshmen et des sophomores de très très haut niveau. Donc, ça reste quand même une perf de s'offrir cette victoire-là, surtout que j'ai plus le score, hein, mais c'est une victoire nette, tu vois, sans bavure, donc solide. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, bon, moi, j'ai rien à rajouter. Hein. Pendant toute la saison, j'ai été dithyrambique vis-à-vis de Missouri. J'ai toujours dit que ça a été le travail de Drinkwitz depuis 2 ans, notamment en termes de recrutement, et assez génial. Ça se traduit sur le terrain. Bah voilà. Donc, évidemment, il est toujours là. Il a Drinkwitz. Est-ce que ça a un petit peu bougé du coaching staff? Et effectivement, ça a un petit peu bougé. Tu l'as dit déjà, Drinkwitz est toujours là et je pense que ça, c'était déjà le truc à faire, le truc à sécuriser, c'était de garder Eli Drinkwitz. Il semble avoir trouvé un petit peu la formule niveau recrutement pour Missouri. Donc, généralement, quand tu as un gars comme ça, il faut essayer de le garder à la maison. Mais voilà, maintenant, la grosse saison de Mizzou, ça leur a quand même coûté quelques bons éléments et ça des deux côtés du terrain. Les principaux, on en a parlé juste avant, du côté de Kentucky, c'est Bush Hamdan. Qui est parti du coup du côté de Kentucky. Et pour moi, le coach QB, ça reste une perte importante dans le sens où il y est pour beaucoup dans le très bon développement de Brady Cook. Et j'ai peur que son départ, justement, il fasse mal à Brady Cook. On verra cette saison, hein, mais c'est pas à exclure. Souvent, le coach QB, c'est un petit peu le mec de l'ombre dans le développement des quarterbacks. On en parle très rarement. On parle souvent des head coach et des corps de off, et pourtant, ils sont extrêmement importants. Et du coup, côté défense, les Tigers, ils perdent carrément leur corps de défensif. Là, on en avait parlé justement dans l'épisode avec LSU, puisque Blake Baker repart justement du côté des Tigers de LSU, donc du côté de la Louisiane. Et quand on voit comment évoluait cette défense de Mizzou, on peut effectivement le voir comme une grosse perte. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Mais je crois que sur le dernier stretch de la saison, 5 ou 7 matchs, je crois, Mizzou n'a pas pris plus de 14 points sur tous ces matchs-là. Donc oui, je vois ça comme une grosse perte pour un programme comme Missouri. D'autant plus quand on voit justement le nombre important de joueurs qui sont partis jouer, notamment en NFL. Rayon de soleil, par contre, Elio, le cordeau offensif Kirby Moore est toujours là et garde avec lui un des meilleurs receveurs de college football, si ce n'est peut-être même le meilleur, pour bosser. Donc ça, c'est un petit rayon de soleil pour Missouri. Tout à fait. Au niveau du... Eh bien, excuse-moi. Alors, la classe de commit de Missouri, c'est comme d'hab, voilà, vous entendez le live, le direct, c'est la 20e classe du pays. Non, je l'avais sous la main tout à l'heure et je ne sais pas où c'était passé. C'est la 20e classe du pays, hein, pour Missouri. On a un joueur. Alors, là, ça devient quand même quelque chose d'assez régulier. On a un joueur 5 étoiles qui a commit cette année. Il y en avait un autre d'ailleurs qui avait commit pendant longtemps, puis qui avait des commits, je ne sais plus qui c'était, mais bref. Drinkwitz qui récupère Williams Nwaneri, le defensive end, qui est le 2e meilleur edge du pays de la QV 2024, le 6e meilleur joueur tout poste confondu, et qui vient évidemment de l'État. C'est un très bon recrutement. Ça fait Luther Burden avait un petit peu lancé cette mode des meilleurs joueurs de l'État à rester pour le programme des Tigers. Et là, c'est encore le cas. On a énormément de joueurs 4 étoiles. Sinon, en dehors de ça, donc des joueurs 4 étoiles assez haut classés. Voilà, comme d'habitude, une classe lycéenne assez intéressante. Au niveau du portail des transferts, comment ça se jauge? Alors, du coup, pour le portail des transferts, Elio, comme je l'ai dit, Mizzou a perdu quelques petits éléments ça et là. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont également su faire des gros coups, et en particulier du côté de la défense, où justement le gros de la quantité se trouve. Mais en attaque, c'est pas forcément inintéressant pour autant. Il y a peut-être moins de joueurs, mais je pense que là, on va récupérer des joueurs qui peuvent potentiellement impacter la rotation des Tigers dès l'an prochain. Donc je vais commencer en attaque, vu que c'est là qu'il y a le moins de joueurs entre guillemets intéressants sur lesquels je vais devoir développer. Mais en tout cas, il y a 3 noms que j'ai entourés qui sont vraiment pour moi importants. C'est les offensive tackles, Caden Green et Marcus Bryant, qui risquent de faire du bien à cette ligne offensive. Caden Green, franchement, mais quel plaisir.
Déjà, lui, il vient du Missouri aussi, d'ailleurs. Il vient de la même école que Nwaneri, là, que je citais juste avant. Deuxième tackle disponible sur le portail. Enfin, quel plaisir. Vas-y, je te laisse reprendre. Mais... Ouais, bah encore une fois, c'est bon recrutement de Drinkwitz et je pense que c'est le genre de nom, comme je disais, qui va pouvoir impacter rapidement cette rotation. Donc bah voilà, le premier il sort d'Oklahoma où il n'a pas eu sa chance, il est encore très jeune, c'est un ancien 4 étoiles. Il y a moyen qu'à cause de son jeune âge, il commence en étant une option de rotation, alors que Marcus Bryant, qui lui arrive de SMU, a peut-être un petit peu moins de talent intrinsèquement, il est noté que 3 étoiles, mais c'est un senior et je pense que s'il vient avec ses dimensions, j'allais dire avec son gabarit plutôt, ses mensurations, il y a des chances qu'il se fasse une place chez les starters, surtout que les Tigers ont perdu Javon Foster à la draft. Donc il y a vraiment une carte à jouer pour Marcus Bryant. C'est le genre d'arrivée solide. Tu vois, tu as un 3 étoiles, mais qui va pouvoir jouer en fait day one. Donc à voir, à garder ces deux noms-là sous la loupe. Et enfin, en attaque, il y a un nom qu'on connaît bien, Elio, puisque tu as l'ancien quarterback 4 étoiles, Drew Pine, qui était du coup à Arizona State et qui sera vraisemblablement une sécurité derrière Brady Cook. Hein. Il vient certainement pas pour venir lui titiller sa place, mais ça reste un nom intéressant en tant que deuxième option. Et pour terminer, moi, un nom que je garde vraiment sous la loupe et que j'aime vraiment beaucoup pour l'avoir vu jouer un petit peu la saison dernière, c'est le genre de transfert qui arrive sur la pointe des pieds, mais qui pourrait bien en fait être un titulaire en puissance dans cette équipe. C'est le running back senior de Georgia State, Marcus Carroll. C'est le genre de running back qui en fait fait pas beaucoup de bruit parce que il est dans une équipe que peu de monde regarde finalement, et même aux États-Unis, hein, Georgia State, c'est pas forcément l'équipe devant laquelle tu te poses le week-end, mais il a des vrais flashs de talent. Et donc voilà, c'est pour moi le quatrième nom que je garderai sous la loupe côté Mizzou et côté attaque. Par contre, défense, comme je vous le disais, c'est bien plus fourni. Et si le talent manque pas, l'inexpérience risque, elle, de se faire sentir. Je ne vous ai pas donné tous les noms hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais pêle-mêle, on retrouve des jolis noms comme le cornerback de Clemson, Toriano Pride, qui, je crois, est un ancien 4 étoiles. On a Darius Smith, linebacker de Georgia, ancien 4 étoiles lui aussi. Et on sait que les linebackers à Georgia, généralement, c'est pas trop dégueulasse. On a un nom bien connu qui est Corey Flagg, qui je crois est junior, Corey Flagg junior, justement, qui est junior ou senior, je crois, linebacker de Miami, et qui pour le coup, pareil, dans une équipe comme Mizzou, pourrait faire vraiment du bien. On a Mizzou qui est parti piocher chez les ennemis de Florida, donc des Gators, qui est parti chercher Chris McClellan, qui lui joue sur la D-line. On a Jeremiah Bisley, qui est un linebacker senior de Michigan. Pareil, je pense que les gens aujourd'hui savent que Michigan, c'est quand même une belle équipe pour former des linebackers. Pareil, Jeremiah Bisley, malheureusement, il n'a pas pu jouer derrière les monstres qu'il y avait devant lui, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur. Donc, c'est plein de jolis noms qui, en termes de talent, en ont clairement, mais qui manquent un petit peu d'expérience et sont venus justement chercher cette expérience à Missouri et ils vont essayer de choper une place de titulaire. Et finalement, quand tu regardes, c'est que des noms qui, en sortie de lycée, étaient vus comme de futurs espoirs, mais qui se sont retrouvés justement dans la concurrence de programmes réputés pour crouler sous le talent. Hein. Comme je t'ai dit, hein, tu as Miami, Georgia, Clemson, Florida, Michigan. Tu vois, c'est que des équipes où même quand tu es talentueux, c'est compliqué de te faire une place. Donc, il y a, je pense, dans le lot, là, quelques jolies bonnes affaires si la mayonnaise prend. Exactement, du beau monde et c'est la 14e meilleure classe du pays, j'avais oublié de vous le dire. On va se tourner vers cet effectif un petit peu, Ryan, et on va procéder par force et faiblesse, principalement les forces du côté des Tigers pour cette saison 2024. Je pense que la plupart des gens le savent. Quand on parle de force chez eux, on va parler de leur attaque. Déjà, toujours géré, comme je le disais, par Kirby Moore. Cette offense qui cesse finalement de se bonifier avec le temps. Hein. Ils sont quand même passés de la 86e attaque la plus prolifique en termes de points par match en 2022 à la 30e position en 2023. Alors oui, certes, l'offense a perdu des gars comme Cody Schrader, qui était leur running back numéro 1, qui prenait pas moins de 90% ou 92% des snaps, si je dis pas le bêtise. On avait vu la stat sortir en fin de saison dernière. Ils ont aussi perdu l'offensive tackle Javon Foster.
Donc les 2 joueurs sont partis pour la NFL, mais finalement, quand tu regardes le reste de l'attaque, bah, c'est plutôt inchangé. Moore pourra toujours s'appuyer sur son duo, comme on le disait, Brady Cook, Luther Burden, pour faire exploser, je pense, un bon nombre de défenses, surtout qu'au-delà de Burden qui reste la menace numéro 1 de cette attaque, Brady Cook qui pourra toujours s'appuyer sur une escouade de receveurs qui reste quasiment inchangée. On a vu notamment en fin de saison qu'il commençait de plus en plus à s'appuyer sur le tight end, le petit tight end freshman, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Il fait une superbe fin de saison dernière et donc il sera toujours là. Sur la O-line, on le sait, en college football, c'est important la continuité. Bah, on a quand même le retour de 3 titulaires sur 5. Et comme je le disais dans l'arrivée sur Transfer Portail, tu récupères donc Marcus Bryant, qui est un senior et qui lui aussi était titulaire à SMU. Donc voilà, tu pars encore une fois avec un QB1 qui faisait partie des meilleurs de la SEC, même s'il est un petit peu sous-coté. Tu pars avec Luther Burden, qui était l'une des plus grosses menaces au poste de receveur de tout le college football. Derrière Luther Burden, tu récupères ton receveur 2 et 3 et ton tight end 1 avec qui tu as joué toute la saison dernière. Et en plus de ça, tu récupères une O-line qui est quand même assez correcte, assez solide, puisque tu pars quand même avec 4 gars qui étaient déjà titulaires la saison dernière sur 5. Je pense que tu as beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans ces dispositions-là en NFL, j'allais dire, en college football. Maintenant, je pense que leur attaque est aussi forte que leur défense est faible, ou en tout cas que la défense a d'interrogation. Je vais juste t'interrompre avant que tu parles de la défense. Vas-y. Juste, je dois prendre ces 10 secondes pour dire Luther Burden, je t'aime. J'aime ce genre de joueur. J'aime ce type qui est un 5 étoiles, qui est le meilleur receveur du pays, de sa classe lycéenne, qui est d'ailleurs, je ne sais plus si c'était pas genre top 2 ou top 3 meilleurs joueurs, tout poste confondu au moment de son recrutement, qui dit je vais dans mon état, je vais dans ma team, je vais jouer pour Drinkwitz. Le gars, ça fait 2 ans qu'il aurait pu transférer s'il voulait et toucher un chèque de je ne sais pas combien de millions dans n'importe quel fax. Il l'a jamais fait. Il est resté à la maison. Et moi, comme je le dis souvent, c'est pas parce que tu gagnes pas de National Championship ou je sais pas quoi que tu vas pas être drafté. Quand t'es fort, t'es fort. Le Burden, c'est un des receveurs les plus forts à l'heure actuelle du college football. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bref. Voilà, Et puis j'ai envie de te dire, de toute façon, les coachs et les staffs en NFL le savent aussi. bien sûr, bien sûr. Et tu l'as dit, ce genre de move un petit peu loyal, les équipes le savent, les équipes voient ça également. Les mecs sont pas cons. Un mec comme, bien sûr. je te parle de Zay Flowers il y a 2 ans, mais t'inquiète pas que les mecs ils savaient, les scouts et les GM, ils ont vu les déclarations de Zay Flowers qui disaient gros, moi on m'a donné ma chance là où j'étais, mais je m'en fous du chèque, je reste chez eux, point. Tu vois, je me développe bien chez eux. Ça compte parce que les mecs se disent aussi, ils se projettent dans le futur et ils se disent en fait, le mec, si je le traite bien, si on lui donne l'amour qu'on a à lui donner, si ça fonctionne, le gars il restera dans notre franchise pas pour 5 ans, qui est la durée de son contrat rookie pour un premier tour. Il est capable de rester chez nous pour 10 ans, 15 ans. Donc, bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. Donc c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ton aparté, Elio. Et de toute façon, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui ne jurent que par les titres, d'autres que par les récompenses individuelles, et d'autres chez qui la loyauté, ça compte encore beaucoup. Et j'en fais partie. Du coup, la défense et la faiblesse, ou plutôt l'inconnu, en tout cas, Elio. Parce qu'on l'a dit, avec beaucoup de départs à la draft et de la perte de son cordeau défensif, le chantier finalement, il est total, Elio. Surtout que les départs à la draft se font pas seulement sur une position en défense, mais sur toutes les positions. C'est-à-dire que sur le secondary, les Tigers, ils ont perdu leur paire de cornerback titulaires, donc Chris Abrams-Drain et Ennis Rakestraw. Chez les linebackers, ils ont perdu Tyrone Hopper, qui était en plus un des gros noms de cette défense. Je me demande même s'il n'était pas capitaine ou un truc comme ça. Et enfin, sur la D-line, ils ont perdu le monstrueux Darius Robinson, qui, qu'on l'aime ou pas, faisait quand même un sacré boulot sur cette défense de Mizzou. Du coup, dans les points positifs, finalement, on a quoi? On a déjà l'apport immédiat de talent, comme je le disais, du portail des transferts qui risque de faire beaucoup de bien, je pense, au nouveau cordeau défensif de Mizzou. Tu as aussi également le fait d'avoir toujours sous la main le defensive line Johnny Walker, qui était quand même vraiment bon à l'opposé de Darius Robinson. On a toujours le nickelback Daylan Carnell, qui pour moi fait partie des potentiellement meilleurs nickelbacks du college football, toute proportion gardée. Bien sûr, il y a des gars que je vois devant lui, mais ça reste quand même très solide.
Et tu l'as dit rapidement, je comptais garder ce petit mot-là pour la fin, en disant de le garder sous la loupe, mais on a le D-line Williams Nwaneri, qui, bien que c'est un freshman, bien que ce soit un true freshman, vu le vide laissé sur le terrain, il y a des chances qu'on le voit être implémenté ou en tout cas être intégré gentiment, tu vois, dans la rotation. Quand tu as un mec de ce talent-là, autant s'en servir, autant lui donner de l'expérience dès son année 1. Il en sera que plus fort sur son année sophomore et il en sera que plus fort sur son année junior derrière. Et en plus, en le mettant titulaire ou en tout cas en lui donnant quand même pas mal de temps de jeu assez rapidement, tu t'assures en grande partie que le mec transfère pas sur son année sophomore. Je pense que quand tu as un talent comme ça, il faut savoir le gérer aussi. Je suis pas pour céder à toutes les attentes d'un jeune joueur parce que souvent ça peut être des divas, mais il faut aussi savoir entre guillemets les prendre, il faut savoir les utiliser comme ils sont. Le mec est 5 étoiles, il vient dans ton programme qui est pas le programme rêvé, je pense, pour tous les jeunes joueurs. Faut savoir jouer avec, en fait, tu vois. Faut savoir le mettre dans les meilleures conditions pour lui donner envie de rester et en faire une de tes pièces importantes pour les autres années. Donc ça fait partie justement des petits points forts, hein. Johnny Walker, Williams Nwaneri, Daylan Carnell qui restent, et l'apport de talent du portail des transferts. Maintenant, ceci étant dit, cette défense, elle a quand même perdu 3 de ses 4 meilleurs plaqueurs de toute son escouade. Je parle en termes statistiques, hein, pas juste en termes techniques. Je vous dis pas les 3 gars qui plaquaient de la meilleure des manières. Non, je parlais en termes statistiques. Ils ont perdu les 3 plus gros plaqueurs sur les 4 qu'ils avaient dans leur escouade. C'est le genre de choses qui va te demander, je pense, beaucoup de travail, d'autant plus que tu as perdu ton cordeau afin de pouvoir être compensé. Alors, j'ai pas de doute que dans les noms qui sont arrivés sur le portail des transferts, il y a du talent et qu'on a des gars qui seront capables de se hisser au rang de meilleurs plaqueurs de l'équipe. Mais ça reste quand même quelque chose qu'il va falloir avaler pour le nouveau corps de dev de Mizzou. Trouver ses leaders, trouver ces gars qui sont performants sur le terrain, trouver des gars qui vont pas te claquer entre les doigts sur les matchs importants. C'est beaucoup de taf. Réussir à utiliser les talents que ton ancien cordeau avait mis en place dans ton système. Et ce qu'il va falloir ajuster un petit peu ton système, ajuster un petit peu ta façon de couvrir, ta façon de jouer. Tout ça, c'est des questions dont on n'a pas les réponses pour l'instant et où finalement, les réponses, on les aura que le jour de match. Et malheureusement, ça peut mal se passer. Donc, oui, on a mis la défense en faiblesse, Elio. Maintenant, c'est plus une inconnue qu'une faiblesse pour le moment. Ouais. Ils seront peut-être très très bons, comme ils seront peut-être dégueulasses, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Justement, tu parlais de jour de match, on va en parler, de ces matchs, le calendrier 2024 qui démarre avec une réception de Murray State à la maison, donc une FCS. Puis ensuite, Buffalo, Boston College et Vanderbilt. 4 matchs d'affilée à la maison avant de se déplacer après une bye week à Texas A&M, puis à UMass dans le nord-est des États-Unis. Réception d'Auburn, déplacement à Alabama, réception d'Oklahoma, déplacement à South Carolina, puis à Mississippi State. Enfin, une réception d'Arkansas. Mine de rien, c'est calendrier. Bon, allez, vas-y, t'as Alabama, t'as Oklahoma, ok, t'as le déplacement à South Carolina qui peut être un petit peu tricky, même si je vois pas de grandes choses pour les Gamecocks cette année. Mais mine de rien, ce calendrier, il est plutôt sympa quand même pour Missouri. Il est plutôt favorable. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, clairement, je l'avais noté d'ailleurs, mais la faiblesse du calendrier de Mizzou cette saison, c'est tout à leur avantage. Ils finissent l'année dernière, comme je t'ai dit, 8e à l'A-People. Je pense que ça va potentiellement compter dans les classements de pré-saison. Franchement, avec un calendrier comme ça, avec le retour de pas mal de pièces en attaque, qui laisse quand même présager d'une offense assez explosive et qui, je pense, sera capable de porter un peu cette défense qui va un petit peu balbutier au début. T'ajoutes à ça le nouveau format des playoffs qui s'ouvre à 12 équipes. Et je me dis franchement que Mizzou, ils ont une vraie carte à jouer cette année, Elio. S'ils se tirent pas se tirent pas dans le pied d'eux-mêmes, oui, la défense, elle va devoir se montrer au niveau, elle va devoir se mettre un petit peu au niveau de cette attaque. Mais je me dis qu'une qualification en playoff, c'est clairement possible pour les Tigers cette année. Les cartes, elles sont entre leurs mains. J'ai du mal à les voir perdre plus que 2-3 matchs. Tu parlais du déplacement à South Carolina. On sait qu'il ne faut pas les enterrer trop vite, mais vraiment, moi, je fais partie des gars qui leur envoient beaucoup de love
Et parfois, je vais un petit peu contre la marée, hein, mais vraiment, pour le coup, moi, cette année, South Carolina, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Là, je pense qu'ils vont prendre une vraie année compliquée. Franchement, j'ai du mal à les voir perdre plus de 2-3 matchs. Pour moi, j'ai Arkansas, il va falloir pas se louper. Ouais, t'as Alabama. Il va falloir voir le nouveau coaching staff à Texas A&M, peut-être Oklahoma, mais c'est jouable, quoi. C'est jouable. Donc, dans le meilleur des cas, moi, je les ai à 10-2. Dans le pire, j'ai un 6-6. Et encore, dans le pire, je t'ai dit, hein, c'est vraiment à chaque fois que je vous donne le scénario catastrophe, c'est scénario catastrophe, quoi. Donc 6-6 avec l'équipe qui s'écroule parce que la défense n'est pas au niveau, du fait que le départ de Cody Schrader, finalement, il soit jamais comblé parce que Drinkwitz et Moore ne réussissent pas à trouver le mec qui sera capable de le faire oublier. Du coup, ça rend l'attaque complètement unidimensionnelle, donc forcément plus facile à défendre. Et vu que tu as une défense éclatée, tu prends des points limite à chaque drive. Peut-être une blessure, je sais pas moi, de Brady Cook ou de Burden, et tu vois, en fait, tout s'écroule et tu termines à 6-6 même dans ces cas-là. Et c'est pour te dire à quel point, dans mon pire des scénarios, les mecs finissent à bilan neutre. C'est dire la faiblesse pour moi de leur calendrier. Donc vraiment, ouais, il y a un truc à faire, surtout que, à tort ou à raison, mais on le sait, Elio, à un moment, faut pas se mentir, ces playoffs à 12, moi, je leur trouve énormément de points forts. Je pense que ça va donner une vraie visibilité à certaines petites équipes. On sait aussi que, voilà, on sait comment ça marche, c'est un business, on sait que la SEC va être représentée, va peut-être être mis plus en avant que d'autres conférences de par leur poids un petit peu commercial. Donc c'est possible que voilà, il y a une place en plus pour une équipe de SEC, et je suis désolé, mais Mizzou à 10-2, bah il y a un monde où ouais, tu peux aller en playoff. Donc Ouais, non, non, mais c'est tout à fait envisageable, hein. donc C'est faut le jouer. envisageable, hein. Pour moi, faut que ce soit l'objectif de Drinkwood cette saison. Surtout qu'on le sait, si là tu te qualifies en playoff, déjà qu'ils font un très beau boulot sur le recrutement, en fait ça peut snowball, tu vois. Ouais, Ça c'est peut la vraiment poussière snowball. derrière. C'est ça. Mais moi, je suis comme toi, hein. Allez, au minimum, moi, je suis même à 7-5. Max, je suis à 10-2. Et sincèrement, 10-2, borderline 11-1. Mais j'ai pas envie de m'ambiancer pour rien et tout. Donc 10-2. Voilà. En tout cas, merci Ryan pour cette preview, cette double preview. Bah, de On se rien. retrouve très vite, tout le monde, pour un nouvel épisode, bien évidemment. Ryan, je te dis à la prochaine. Je te fais des bisous. Et puis, salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye.